Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast qui raconte le sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. J'échange aussi avec d'autres professionnels sur tout ce qui peut impacter le dodo. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu. Je suis accompagnante postnatale spécialisée en sommeil des tout-petits. Et comme je suis aussi esthéticienne au naturel, j'ai créé un institut spécialement dédié aux mamans. Mon objectif, faire du bien aux mamans et donner confiance aux jeunes parents. J'espère que ces témoignages vous feront réaliser que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter du dodo de votre enfant. Faites avant tout confiance à votre instinct, soyez libre d'adhérer ou non à la vision des parents que vous écouterez. Bonne écoute! Dans cet épisode, je discute avec Lidvine. Bonjour Lidvine. Bonjour Mégane. Toi, tu es une maman d'enfants plus grands, donc je suis très contente que tu aies accepté de répondre à l'invitation de ce podcast. Comme ça, tu vas pouvoir nous partager ton expérience de maman d'enfants plus grands, voir ce dont tu te souviens, ce dont tu te souviens pas, s'il y a des choses que tu ferais différemment. On va parler de tout ça. Déjà, une toute première question, c'est la première question de ce podcast. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu penses au sommeil de tes enfants? Alors, moi, j'ai eu de la chance, je pense. C'est un très bon souvenir pour moi, le sommeil de mes enfants. Ça n'a pas été on a vécu des choses compliquées, mais globalement, aujourd'hui, mes enfants ont bientôt 15 ans et 13 ans. Et le sommeil, ça n'a pas été problématique et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est positif. Donc, pour toi, c'est positif. Et ça l'est. Quand il te reste un bon souvenir, c'est que ça l'est. Qu'est-ce qu'on t'avait transmis comme croyance au sujet du sommeil? Ouais, c'est intéressant. Donc mon fils est né en 2010, ma fille en 2013. À l'époque, on n'avait pas... En fait, moi, ma source première de l'époque, c'était... les maternelles sur France 5. Qui est une bonne source. Qui, pour le coup, à l'époque, était un peu la source, parce que c'est vrai qu'il y avait des livres, un peu, mais c'est vrai qu'on avait moins de matière, en fait, pour s'informer. Moi, la seule chose qu'on m'avait dit, c'est que c'était très important. Donc, c'est important de dire que c'est important. Qu'un bébé, il fallait que ça dorme. Donc, quand on a dit ça, on a dit des choses importantes, mais on te donne pas le mode d'emploi, quoi. Donc, j'avais pas vraiment... Et puis c'est vrai que quand j'interrogeais ma mère ou ma belle-mère, non, c'était pas un problème. Les enfants, ça dort. Ça dort, quoi. Ça dort. Donc, ça dort tout seul. Exactement. Donc, j'avais pas... C'était un peu l'inconnu, je dois dire. Et du coup, tu partais du principe que ça allait être facile? Non, parce que quand même, j'avais des exemples autour de moi de papa et de maman de jeunes enfants pour qui c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de code. Et c'est vrai que, sorti de la maternité, on nous a pas donné de mode d'emploi particulier. On t'en donne toujours pas, je te rassure. Des années plus tard, toujours pas. La sage-femme qui m'avait accompagnée, on était plus axés sur moi et mon postpartum plutôt que le bébé, quoi. Les pédiatres non plus. Le pédiatre voulait juste savoir à quelle heure il se couchait et à quelle heure il se réveillait. S'il se réveillait la nuit, il n'y avait pas vraiment de... Non, il n'y a pas eu de discussion autour de ça. En tout cas, j'ai l'impression de venir d'une époque très lointaine. Mais je pense que... je ne sais pas quel est le discours des pédiatres aujourd'hui, quelles questions ils posent, etc. Mais je sais que, par exemple, nous, on ne nous a jamais posé la question de savoir comment ils dormaient. Alors aujourd'hui, à l'école, dans la scolarité des enfants, il y a des moments où ils ont des rendez-vous avec des infirmiers ou pour faire un petit bilan, ce genre de choses et tout. Et c'est des questions qui sont posées aux enfants. Et donc, quand tu te replonges dans tes souvenirs de toi en tant que maman avec des jeunes enfants, qu'est-ce qui te revient comme souvenir? Alors moi, je me souviens. Déjà, ce qui était vraiment confortable, c'est qu'avec le papa des enfants, on avait envie des mêmes choses. À ce niveau-là, on était un peu câblés de la même façon, ce qui aide beaucoup. Parce que c'est vrai que lui, il rentrait tard, donc ça arrivait souvent qu'il ne voit pas les enfants, parce que je les avais couchés. Donc, moi, ce qu'on avait mis en place, c'était vraiment
moi, je voulais que les enfants soient contents d'aller dormir. Je voulais qu'ils se sentent bien dans leur chambre et qu'ils se sentent bébés, qu'ils se sentent bien dans leur lit. Et c'est vrai que on prenait un peu de temps après tout le rituel de la soirée, des choses pas forcément plaisantes, le bain, le repas. On prenait le temps, quitte à se mettre en route pour le rituel du soir un peu tôt, les faire manger tôt, mais que on soit pas, je voulais pas qu'on se précipite dans le moment du coucher en fait. Ok. Donc on prenait toujours un peu le temps, toujours dans la chambre, pour même très tôt, pour que dans ma tête je me disais ils vont comprendre. Ok, ils comprennent que cette pièce, quand je les mets là, c'est qu'il faut qu'ils dorment. Et donc on lisait des histoires, puis après ça a varié un peu avec le temps, mais ça c'était nous le rituel du soir pour nous il était super important, je pense pour tous les parents de bébés, parce que en tant que parent aussi, il y a un moment où toi-même tu as besoin que ton enfant se couche pour reprendre un peu d'énergie. C'est vrai que le rituel du soir, je les couchais jamais tard, jamais. Pour répondre à leurs besoins physiologiques de dormir, parce qu'ils étaient fatigués à ce moment-là, ou c'était aussi parce que tu te disais là, faudrait qu'ils dorment parce que je suis fatiguée. En fait, alors pour le coup, j'ai eu 2 enfants avec des rythmes différents. Enfin, je pense un rapport différent au sommeil. Et donc mon aîné, c'était un petit garçon qui a toujours dormi peu, mais très bien la nuit. D'accord. Très peu en journée, mais très tôt, il a fait des nuits complètes. Et quelle que soit l'heure du coucher, il se réveillait à 6h30. D'accord. Et ça dure encore aujourd'hui. D'accord. À 15 ans. Peu importe l'heure du coucher. Alors, on l'a pas testé sur plusieurs jours, mais c'est vraiment son heure de réveil. Et pour le coup, lui, dans son rythme, c'était naturel que vers 19h30, 20h, il ait besoin d'aller se coucher. Et c'est vrai que pour lui, c'était... je le mettais dans son lit, le petit rituel, bisous, hop, on éteignait la lumière, et c'est comme si on appuyait sur un bouton, en fait. Dès le début ? Très, très tôt. Très, très tôt. Ouais, très, très tôt. Sans l'accompagner, sans pleurs, sans accompagnement, sans étapes. Je pense que nous, ce qui a joué en notre faveur, c'est la configuration en fait de notre lieu de vie. D'accord. Parce qu'en fait, nos chambres étaient en face à face, donc il y avait un couloir au milieu. Donc en fait, lui, porte ouverte, nous porte ouverte, on avait 2 mètres qui nous séparaient. Quoi. Ok, donc c'était un genre de partage de chambre très très grand. Mais en fait, c'est-à-dire que je pense que clairement, nous on l'entendait la nuit comme s'il était dans notre chambre. En fait, notre tête de lit était très près de la porte. En plus, donc du coup, en fait, on était presque dans la même chambre. Donc ça, je pense que ça a joué dans le fait que lui nous entendait et que finalement il était rassuré par votre présence, même si c'était complètement. Et c'est vrai qu'alors évidemment, il y a eu des moments où il était malade, où il dormait pas bien. Il y a eu un peu la période de la propreté où il y a pu avoir mais globalement j'ai vraiment juste le souvenir de cet enfant qu'on met au lit. Mais alors par contre, à 6h30, il faut être du matin. Quoi qu'il se passe, lui, il était debout, quoi. Et puis, il était en forme. Parce que pour le coup, il avait bien dormi. Et du coup, c'est un enfant qui faisait peu de sieste et qui a été toujours très, très, très réglé comme ça, dans son sommeil. Pour ma fille, c'était différent. Et il a fallu qu'on s'adapte parce que assez rapidement, ils étaient tous les 2 dans la même chambre. D'accord. Donc, lui avait 2 ans, elle était nourrisson. Fallait qu'on combine un peu l'heure du sommeil. Et je pense que ma fille a aidé qu'elle s'endorme vite, parce qu'elle s'endorme avec son frère. Ouais. Parce que du coup, ils étaient tous les 2 dans la même chambre. Très rapidement, il y a l'effet de groupe, c'est l'heure d'aller se coucher. Il y va, j'y vais aussi. Enfin, je pense vraiment que le fait qu'ils étaient petits tous les 2, en tout cas, ils aimaient, alors moins maintenant, mais ils aimaient quand ils étaient petits, ils aimaient être tous les 2 dans la même chambre. Je pense que ça les rassurait, en fait, d'être ensemble. Même nourrisson, du coup, on peut dire les prénoms de tes enfants. Ouais. Même nourrisson, Iris, elle dormait avec Elliot. Iris, on a commencé à la mettre avec Elliot
en fait, on voulait s'assurer que ses nuits à elle étaient complètes. Oui, pour pas qu'elle réveille Elliot. Pour pas qu'elle réveille Elliot. Et elle a commencé à faire des belles nuits un mois et demi, où voilà, après le biberon de 23h, elle était partie pour jusqu'au matin. Et je pense que vers 4-5 mois, on l'a mis dans la chambre avec Elliot, et Elliot était trop content d'avoir sa sœur dans sa chambre. Trop bien. Ce qui était pratique pour les pertes de tétine. C'est lui qui se levait pour lui remettre pas sa tout le tétine. temps, mais ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver qu'il aille un peu voir. Bon, après, nous, on était à côté, on entendait, on se levait, mais c'est vrai que ça pouvait arriver. Donc ça, c'était cool. Et donc, Iris, à partir de je pense quand on a zappé le biberon de 23h, à partir de ce moment-là, hop, elle dormait dans la chambre, et il y a eu un peu des petits ajustements au début, parce que pour le coup, elle mettait plus de temps à s'endormir. Ça chantait pas mal dans le lit, mais et du coup, comme il y avait l'autre qui dormait à côté, franchement, un peu plus. Parce que du coup, Elliot était couché avant, donc s'endormait avant, et au moment où tu couchais Iris, en fait, c'était ça. Je pense qu'Elliot, on devait le coucher vers 20h et Iris vers 21h. Et puis après, petit à petit, voilà, ils y allaient en même temps, quoi. Et c'était quoi les ajustements? Eh bien, les ajustements, c'est que, par exemple, Iris, quand elle avait du mal à s'endormir ou qu'elle pleurait un peu, là, pour le coup, il fallait qu'on intervienne très rapidement. Oui. On pouvait pas dire, allez, on attend un petit peu. Non, là, il fallait qu'on intervienne, parce que pour le coup, elle risquait de réveiller son frère. Donc c'est obligé. Et après, elle dormait plus longtemps le matin. Elle a tendance à dormir plus longtemps. Donc après, il a fallu qu'on ajuste aussi avec Elliot. Ouais. Pour décaler un petit peu. Ouais. Mais pour le coup, qu'est-ce que vous faisiez du coup comme intervention? Comment vous gériez la lenteur entre guillemets d'endormissement et l'agitation au moment du coucher? Quand tu dis vous deviez intervenir alors rapidement. en fait, nous, ce qu'on faisait quand elle avait un peu plus de mal à s'endormir, c'est que je la prenais toujours dans mes bras, et en fonction de l'intensité des pleurs, je restais ou pas dans la chambre. Ok. Donc quand elle voulait juste être dans nos bras, et que voilà, elle faisait plus de bruit, qu'elle reprenait sa tétine, qu'elle recommençait à s'endormir, je restais dans la chambre pour à la fois que ce soit plus simple de la reposer dans son lit sans faire des mouvements, pour pas qu'elle soit stimulée par l'extérieur, ou pour qu'elle reste dans dans cet état de semi-endormissement. Pré-endormissement. Ouais, voilà. Et après, oui, quand c'était un peu plus bruyant, là, on était obligé de sortir. Ouais. Mais du coup, voilà, on a adopté ce comportement parce qu'il y avait son frère dans la chambre. En fait, le même comportement qu'aurait eu Elliot en tant qu'aîné. Là, on aurait pu rester. Pas les mêmes. On aurait pu rester dans la chambre plus longtemps. On aurait pu. En fait, voilà, c'était un peu différent, quoi. Ok. Et les siestes, du coup, on va commencer par Elliot. Tu disais qu'il dormait peu la journée. Ça veut dire quoi, peu la journée? 1 heure max, 1h30. Ok, et même tout petit. Et ça assez tôt. Après, évidemment, bébé... 1 heure max en totalité, ou 1 heure max sur la durée d'une sieste? Sur la durée d'une sieste. Sur la durée d'une sieste. Son cycle, c'était 1 heure. Ouais. Je pense qu'il a fait des siestes le matin jusqu'à ses 1 an. 1 an, 18 mois. Et après, il a arrêté de faire des siestes à 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi. Alors, c'était drôle parce que, pour le coup, Iris est encore... Non, peut-être pas 2 ans et demi, plus. Il a dormi jusqu'à 3 ans et demi. Et donc, le matin, quand ils étaient bébés, il y avait une sieste un peu le matin. Et comme il se levait à 6h30, ça avait tout son sens. Parce qu'à 10h, il était... Bien sûr. 9h30, 10h, il était capoute. Iris, elle avait à peu près le même rythme. Et toujours pareil, les seconds, en fait, pâtissent beaucoup du programme. Parce que ma fille, quand elle est née, mon fils allait à la halte garderie. Et donc, en fait, moi, je l'emmenais. Donc, le matin, je l'avais en portage, j'emmenais Elliot, je revenais. En fait, ils ont eu 2 rythmes un peu différents, du fait que, quand tu arrives en numéro 2, il faut gérer le premier. Donc, t'es obligé de l'emmener, t'es obligé de te lever pour emmener ton enfant à l'école. Ton bébé, quand t'es toute seule, que ton mari est déjà parti travailler, tu le prends avec toi. Ouais. Donc, et tu le réveilles, et donc, voilà. Ouais.
Donc, les ajustements pour Iris, elle a été portée en écharpe beaucoup, parce que étant née en plus au mois de janvier, pour moi, c'était plus simple. Ouais. Je la prenais. Ça tient chaud. Je la mettais dans l'écharpe, j'emmenais Elliot à l'école, je revenais. Si elle dormait bien sur moi, je pouvais continuer certaines de mes activités. Donc ça, c'était c'était les ajustements. Après, Elliot, lui, c'était l'aîné, donc lui, c'était tranquille. Ouais. Il dormait. Comment ça se passait les siestes pour lui? Dans quelles conditions il faisait la sieste? Dans son en lit, fait, en portage aussi. Alors dans son lit. Alors, Elliot, dans son lit, et en fait, tous les deux, comme moi, tu le sais, je travaille à domicile. En fait, à côté de mon bureau, j'avais mis un parc avec un matelas et des petits doudous, des trucs. Et en fait, c'est vrai que ça arrivait quand moi je bossais, qu'ils s'endorment à côté de moi dans le parc. Et ça fonctionnait bien quand ils étaient un peu plus grands. Et donc, Elliot, la sieste, en fait, on avait un peu le même rituel que le coucher du soir. C'est-à-dire qu'on le faisait déjeuner le midi, et puis après, hop, au dodo. Et je pense que dans sa tête, c'était comme ça, c'était ritualisé. En fait, dès que je mange à table, ou dès que je mange, hop, là, elle me met dans le lit. Donc, c'est le moment de la sieste. Et il dormait une heure et demie. Ouais. Et après, on continuait. Et c'est vrai qu'il y a une période où, comme il dormait peu en sieste l'après-midi, une période où les soirées étaient un peu longues, parce qu'il était un peu fatigué, mais en même temps, le rythme familial faisait que tu pouvais pas le coucher plus tôt non plus. Pas vraiment le coucher voilà. Je pouvais pas vraiment le coucher à 18h. Mais il s'est accommodé de ça assez simplement. Et c'est vrai que pour Iris, on a essayé de mettre en place le même cadre, mais pour le coup, voilà. Numéro 2, c'est différent, et j'ose imaginer quand il y a un numéro 3, et voilà, tu t'adaptes. Mais de fait, elle avait toujours eu un peu plus de mal à... C'est rigolo parce qu'elle avait du mal elle mettait plus de temps à s'endormir, mais par contre, elle rechignait pas à aller à la sieste. D'accord. Donc en fait, donc elle avait quand même une bonne relation au sommeil. Elle avait une bonne relation. Et Iris, par exemple, Elliot, on appuyait dessus, il s'endormait, hop, fermé, clac. Elle mettait plus de temps, mais par contre, elle faisait sa petite vie dans son lit. Elle faisait sa petite vie. Elle chantonnait, on l'entendait gratouiller les trucs, enfin les petits, le tour de lit qu'il y avait autour. Ça lui mettait plus de temps, mais elle était pas dans... Elle pleurait pas. Elle était pas mal, en fait. Et elle a fait ça longtemps, parce que Iris, ça m'est arrivé de la retrouver à 2 ans, le matin, dans son lit. Elle avait chopé des vêtements. En fait, je pense que le soir, elle avait essayé de mettre les trucs. Un jour, je l'ai retrouvée, elle avait chopé des brassards. Donc, je pense que la nuit, quand elle sortait de son lit à 2 ans et demi, elle était plus dans un lit à barreaux. Elle allait jouer. Elle revenait se coucher après. Et le matin, je la retrouvais, elle avait mis les chaussettes de son frère. La nuit, du coup, ou le soir? Le soir avant de se coucher. Ouais, d'accord. Ouais. Sans faire de bruit. Ça arrivait souvent. J'ai des photos très drôles comme ça. Même dans son petit lit à barreaux, elle avait essayé d'enfiler ses vêtements. Elle avait mis un bras dans une jambe de pantalon. Elle dormait comme ça. Incroyable. Donc donc pour le coup, même si elle avait du mal à s'endormir, pour elle, c'était pas quelque chose qu'elle vivait mal, d'être dans son lit. Ça durait longtemps? Encore aujourd'hui, elle a du mal. Mais en termes de durée, combien de temps elle restait à jouer, à papoter dans son lit avant de vraiment s'endormir? Après, on n'a pas... franchement, en fait, en vrai, je peux pas... je pourrais pas te dire. Je pense pas que ça durait tant que ça, parce que... parce qu'elle a jamais eu de problème à se réveiller le matin. Enfin, je pense pas que ça durait tant que ça, mais encore aujourd'hui, elle a besoin de ce temps. C'est pour ça que je te dis, c'est trop drôle. Mon fils a 15 ans aujourd'hui, il est comme ça. Il faut qu'il se couche tôt, un peu rigide. Et il se couche tôt, il se lève tôt. Et elle a besoin de prendre son temps à préparer son sac, à recopier un truc, à écrire. Je sais pas, comme s'il lui fallait un petit rituel de transition d'état où
Elle finit sa journée, mais elle se couche pas tout de suite. Non, elle prend un peu son Un peu temps. toute seule, elle, dans sa bulle, du coup, Ouais. ou est-ce qu'elle vous sollicite Non, elle me sollicite pas Ouais, du tout. d'accord. Non, Elle a c'est son temps dans non, c'est son truc. Et dans alors, sa tête, dans son monde. c'est ça, elle va lire, elle va écrire, je sais pas ce qu'elle va faire. Ok. Donc, et je pense que c'est en ça où aussi les écrans, ça peut vite être problématique. C'est vrai que nous, très tôt, on a vu ce que ça faisait. Alors à l'époque, on n'avait pas les smartphones encore aussi présents qu'aujourd'hui, donc c'était pas l'enjeu, mais la télé. En fait, très tôt, on a vu ce que la télé et les dessins animés faisaient, l'effet que ça avait sur les enfants. Que c'était trop, ça les excitait, qu'après, forcément, ils n'avaient pas du tout envie d'aller dormir, quoi. Et ils comprenaient pas du tout, quoi. Donc, c'est vrai que ça, je pense que c'était, ça nous a aidés aussi à ce que les choses. Après, on était un peu rigide. Un peu rigide. Sur les écrans, sur le reste Non, en fait, c'est pas qu'on était rigide, mais on était très. On était dans nos rituels jusqu'à ce qu'ils aient 4-5 ans, quoi. Et c'est vrai que parfois c'est tentant quand il y a la famille qui vient, ils ont envie de voir les enfants, quand il y a les cousins cousines, ils ont envie et c'est vrai que quand tu as des amis à la maison et c'est vrai que pour nous c'était non, le soir ils dorment. Ok. Ils veillent pas parce que il y a un tel qui est là, qui est venu pour l'apéro, qui l'a pas vu depuis à 20h, il faut qu'il soit au lit, quoi. Et après, c'est vrai qu'on sortait peu aussi pour respecter ça. Parce que ça nous a bien sûr arrivé de les emmener dans différents des mariages ou des occasions un peu comme ça exceptionnelles, mais c'est vrai que c'était pas on tenait quand même à ce que pendant leur petite enfance, qu'ils aient vraiment ce rythme très très cadré. Et pour le coup, c'est vrai que ça a été simple après. Ouais. Ça a été beaucoup plus simple. Pour eux, pour vous ou les deux? Les deux, hein, parce Les qu'après, moi, il y avait quelque chose aussi que j'avais compris très tôt, c'est que pour moi, le sommeil, c'est un souci personnel. Ok. Je suis insomniaque, j'ai un sommeil qui est très léger, et pour le coup, si je suis réveillée, je dors plus, quoi. D'accord. Donc c'est comme si ils avaient compris que Fallait pas te réveiller. qu'il y avait un moment où on pouvait tenter des trucs, mais sur ce domaine-là, il fallait pas trop aller chercher, quoi. C'est-à-dire? Je pense que j'étais tellement convaincue qu'ils allaient dormir qu'il y avait pas de souci, que même devenais convaincue de ça. Parce que je me disais: «Non, il faut qu'ils dorment. Il y a pas d'autre option que ça, parce que s'ils dorment pas, moi, je peux pas dormir et si je ne dors pas, Tu meurs? je vais être folle». Donc Donc tu dis que toi, dans ton discours et dans ce que tu véhiculais, t'étais tellement ferme et convaincue que du coup, ouais, toujours. Et franchement, et ça, c'était un truc que j'avais vu au maternelle. C'était vraiment la formule, mais ça, c'était tellement vrai dans plein de domaines, c'est convaincu, convaincant. C'est-à-dire que quand toi-même et c'était pareil avec la nourriture. Mais sans que ce soit une obligation de dire voilà, maintenant tu dors parce que c'est l'heure de dormir. C'est juste que voilà, on a essayé d'apporter des choses positives autour du sommeil. C'est bien le sommeil, on aime son lit, On aime dormir. on aime ses doudous, on aime tout ça, on aime sa chambre et voilà, et on dort parce que maintenant c'est le moment de dormir. Mais alors après peut-être j'étais un peu rigide, mais pour moi c'était la survie, quoi. Et concrètement, du coup, qu'est-ce qu'ils ont testé et qu'est-ce qui a pu se passer alors quand ils étaient bébés, il y avait pas de résistance. Mais à partir du moment où ils ont été dans des lits sans les barreaux, alors Donc quand tu dis bébé, c'est quoi jusqu'à 2 ans? 2 ans jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Quand tu passes à un lit ouvert? Ouais, quand tu passes à un lit ouvert, alors après là, c'est autre chose, parce que forcément ils se lèvent. Ils sortent. Et alors là, il y a de tout. J'ai envie de faire pipi, j'ai peur du tigre, il y a Elliot qui ronfle, donc et puis il se chamaille, enfin, tu vois? Mais faut rassurer, un minimum, hein. Et puis après, une fois que tout est bien rassuré, faut
faut leur dire non, maintenant tu dors parce que moi je me couche tôt aussi, hein, donc je veux dire c'est pas comme si nous aussi on veillait jusqu'à 23h minuit dans la maison. Je pense c'est un rythme familial qu'on a pris à se coucher tôt et non après ça tente un peu des trucs, hein. Après quand j'allais les coucher, j'allais avec un verre d'eau. Je dis alors tu vois regarde. Là, tu as soif, il y a ton verre d'eau. La checklist. Regarde, il n'y a pas de tigre dans ta chambre. Il n'y a pas de tigre, une fois qu'on habitait dans les Bouches-du-Rhône. Non. En plus. Il n'y a pas de tigre un loup, elle dans... non, on peut pas mettre d'autres idées. C'était le tigre. Voilà. Non, tu n'as pas oublié tel ou tel truc. C'était souvent Iris qui... elle avait besoin un peu de... Je pense que son frère aussi était là pour la rappeler à l'ordre un peu de temps en temps. Il faisait un peu le grand frère. Non, encore aujourd'hui, il me dit elle traîne dans la chambre là, fatiguée. Après, il y a eu, il y a eu des moments ou des petites périodes où il y a eu des petites terreurs nocturnes aussi, ou vers les 3-4 ans, où il se réveillait un peu la nuit, mais ça a jamais duré sur des grandes périodes. Je sais que j'ai eu des amis qui ont eu leurs enfants, qui ont eu des terreurs nocturnes, mais sur de très longues périodes, et qui pour le coup ont été vraiment super impactés, mais même plus tard en fait, vers 3-4 ans. Donc c'est vrai que nous on n'a pas eu, on n'a pas eu tout ça, heureusement. Terreur nocturne où ils sont inconscients ou cauchemar où ils se réveillent, ils ont fait un mauvais rêve? Un peu les deux. Alors, ça arrivait les deux. Nous, ça arrivait les deux, mais c'était vraiment de façon très, très ponctuelle. On peut pas dire... que c'était un problème. Non, c'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'autour de moi, par contre, j'avais beaucoup d'amis qui avaient leurs enfants, surtout à la rentrée, surtout les 2 premières années de scolarisation. Souvent, c'était à ce moment-là. Et du coup, des enfants qui dormaient bien, se retrouver un peu pas embêtés la nuit avec des petits bouts qui se réveillaient la nuit, un peu terrorisés. Et le pire facteur aggravant des terreurs nocturnes, c'est la fatigue. Donc c'est hyper courant d'avoir une augmentation des terreurs nocturnes quand il y a une rentrée à l'école, parce que ça fatigue énormément. Qu'il faudrait avoir le réflexe systématique de coucher plus tôt dès qu'ils rentrent à l'école. Surtout que parfois, t'as des siestes qui sautent ou des siestes plus courtes parce que c'est pas les mêmes conditions de sommeil aussi pour la journée pour les enfants qui font encore la sieste. Et donc du coup, ça et la fièvre, les maladies, puis après il y a plein d'autres choses. Hein. Mais typiquement la fatigue, c'est tout bête, on n'y pense pas forcément. Mais des réveils en début de nuit, c'est des expériences qu'on avait fait quand c'est vrai que on n'a pas eu tout de suite la recette miracle. Hein. On a tâtonné un peu au début avec notre aîné, forcément. Et c'est vrai que en fait, on s'est toujours dit non, mais à chaque fois qu'on abuse sur son sommeil, qu'on traîne parce que on passe du temps avec des bons moments dans un lieu qui est pas adapté à son sommeil et que on se dit allez, c'est pas grave, il dormira mieux demain. Et non, pas du tout en fait, mais pas du tout. Non. En fait, on le payait doublement le lendemain. Et une fois qu'on a compris ça, on s'est dit bon, ok. Là, on l'intérêt arrête. d'être un peu plus ferme. Après, chaque parent place le curseur là où c'est ok. Complètement. Pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir une vie sociale plus active le soir ou qui ont des enfants qui dorment de toute façon un peu n'importe où, qui transportent, etc. Voilà. Complètement. Je pense vraiment que pour le coup, il y a pas. En fait, il y a pas de. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de méthode. En fait, moi, je dis toujours, je pense vraiment que la méthode, c'est c'est quand on se connaît soi-même, souvent, on sait quelles sont nos limites et on sait, je sais pas, il y a pas une personne qui connaît mieux son enfant qu'une maman, quoi. Et tous les enfants, ils sont vraiment différents. Et même du sein d'une même fratrie, on voit bien que même si tu as une ligne conductrice, ils réagissent différemment. Ma fille, elle adore faire la fête dès qu'elle est comme ça, dès qu'on fait un... Non mais voilà, alors que mon fils, non. Lui, c'est un peu rigide. On peut faut mixer un peu en fonction des personnalités, mais et puis même aussi l'organisation générale de la famille en fonction des professions, bien sûr, en fonction de la logistique. On fait vraiment comme on peut, quoi. Pour le coup, et nous, je pense que nous, on a eu de la chance du fait que moi, j'étais indépendante chez moi.
Donc, je pouvais vraiment m'adapter. Au rythme de tes enfants. Les premières années, je m'adaptais complètement, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas de mon mari. Enfin, lui, pour le coup, c'est vrai qu'il avait des tranches horaires qui faisaient que ça arrivait qu'il les voit pas beaucoup. Ouais. Parce qu'il partait le matin, il les voyait à peine, il rentrait le soir, il s'était déjà couché, quoi. Couché. Donc après, voilà, ça aussi, c'est pas toujours facile. Ça lui a pesé, tu sais? Je pense que il y avait des moments où ça lui pesait. Je pense qu'il y avait des moments où ça lui pesait, surtout quand ils étaient petits. En fait, ce qui lui pesait, c'est que pour le coup, moi, j'étais clairement leur référente parce qu'ils étaient tout le temps avec moi. Et ils adorent leur papa, ils adoraient leur papa, et papa, on se marre beaucoup avec papa. C'est vrai que papa, il avait un peu de mal à avoir du coup de l'autorité comme il aurait souhaité sur les enfants, parce que le temps où il les voyait, il n'avait pas envie d'être autoritaire. Donc du coup, puis c'est pas non plus sa nature. Donc du coup, avec papa, on rigole bien. Je pense que les enfants me craignent plus moi que. Quand je dis quelque chose, je suis plus leur référente. Maintenant, ça change, mais après, rapidement, on s'est dit que il y a rien d'idéal. Et que pour moi, c'était pas toujours facile non plus d'être seule avec les enfants, que pour lui, c'est pas facile d'être à l'extérieur. Donc, soit on se renvoie la balle chacun de notre côté et on fait du tennis, ou soit on accepte et on se dit, alors dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire au mieux chacun de notre côté. Et puis par contre, les moments qu'on passe ensemble, on les passe bien ensemble. Et c'est vrai que pour le coup, quand il n'était pas au travail, il était à 100% avec ses enfants, en fait. C'était pas une fuite, quoi. C'était juste que le fait est que sa vie professionnelle faisait que il était pas là. Donc, et donc toi, ça t'a pesé aussi? Ah, très clairement. Ah oui. Ouais, moi, avec le recul, c'est marrant parce que t'as un sentiment où je me souviens de situations vraiment où, avec les deux, à 2 ans de différence, où je me disais, mais pourquoi je me suis mise dans cette situation? Personne m'a forcée. Je l'ai voulu, mais pourquoi? Et je pense quand ma fille a eu 1 an, j'étais vraiment, vraiment limite. C'était vraiment dur. Et aujourd'hui, mais je regrette tellement pas, quoi. Qu'est-ce qui déclenchait ce genre d'émotion? Dans quelle situation? Ce qui était dur, je me sentais complètement, je me sentais aspirée de tous les côtés. C'est-à-dire que c'est comme si je n'étais plus là. Il y avait de la logistique à faire toute la journée. Donc mon fils, il était en première année, donc il était en petite section de maternelle. Iris venait d'avoir 1 an, donc elle commençait à marcher. Donc j'étais quotidiennement seule avec les enfants. Donc ça veut dire que le matin, la logistique tu te lèves, tu prépares les enfants, t'emmènes le premier à l'école, tu prends le bébé d'1 an aussi parce que tu vas pas le laisser tout seul, hop, tu l'emmènes, hop, tu reviens. Moi, je travaillais un peu à l'époque, j'avais vraiment ralenti mon activité, je faisais plus du tout de couture ou de trucs comme ça, je faisais vraiment que du graphisme, ce qui était facile à faire pour moi. Et donc, j'avais un peu une vie en pointillé, quoi. C'est-à-dire que j'avais un créneau de 45 minutes. Donc là, allez, hop, je peux travailler un peu. Ah, maintenant, hop, faut qu'elle mange. Ah, faut que je la change. Ah, peut-être une sieste. Allez, super, une sieste. Hop, je peux travailler 2 heures. Et en fait, j'avais l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. Et en plus, c'est à cette période-là, on a déménagé. J'étais dans une ville où je connaissais personne. Et je pense que j'avais cumulé la fatigue, tu sais, de grossesse rapprochée. J'étais mais vraiment fatiguée, quoi. Vraiment fatiguée. Et là, pour le coup, ce qui a changé, c'est que déjà chaque année qui passe, c'est une année d'autonomie pour tes enfants. Donc du coup, tu commences à voir un peu le bout du... Et c'est que du coup, après, quand Iris a été à la crèche, là, j'ai commencé à souffler. C'est cette période de logistique intense qui est vraiment fatigante, en fait, qui ne s'arrête pas. Beaucoup, très peu d'autonomie, beaucoup de sollicitations. Beaucoup de sollicitations et puis beaucoup de mini-journées dans une journée. C'est ça. Là où en fait, tu as beaucoup de siestes, tu dis dans beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup de logistique, les siestes. Donc, ça t'oblige à fractionner beaucoup et du coup, c'est vrai que ta vie est en pointillé. Mais pour le coup, en tout cas aujourd'hui, j'ai des ados.
ça passe très, très vite. Mmh. Et je suis quand même super contente de la relation que j'ai avec mes ados parce que, moi, je leur ai toujours dit que, j'avais pas peur de ne pas être agréable avec eux, de ne pas être, heu, j'ai jamais, succombé, on va dire, au, à leur désir, si je sais que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour eux. OK. Et je ne culpabilise pas pour ça. D'accord. Donc, j'ai jamais, Donc tu avais pas peur d'être ferme et désagréable si c'était exact pour leur bien, c'est ça? exactement. Mmh. Et ça, je leur ai toujours expliqué. Quand c'est non, ben, c'est non. Après, c'est vrai qu'il y a un moment, après faut lâcher, quoi. Ouais. Nous, par exemple, par rapport au sommeil, là, je commence à lâcher. Ah lâcher quoi? Et ben, je m'assure juste que ma fille aille pas se coucher trop tard, OK. par rapport à son programme Mmh. qui est chargé. Mais, je ne dis plus à mon fils, OK. «Maintenant, il faut que tu ailles te coucher». OK. Depuis, déjà, Elliot, ça fait déjà 1 an ou 2 où je lui dis plus, OK. «Tu vas te coucher». Donc plus d'indépendance, dans leur Bah, gestion du sommeil, c'est quand même un peu la base, ouais. tu vois? Qu'ils arrivent à gérer leur fatigue Mmh. et eux-mêmes savent. Ouais. Quand ils sont fatigués, en Mmh. fait, ils y vont. OK. Et quand ils sont pas fatigués, moins ils risquent parce elle va avoir 13 ans et puis elle a un programme, spécifique, qui fait qu'elle a besoin de beaucoup dormir. Mais Elliot, ouais, non, ça fait 1 an et demi ou 2 où s'il a envie de rester, alors bien sûr, hein, s'il se couche pas, c'est pas d'écran, hein, c'est pas pour, regarder un film. Oui, bien sûr. S'il a envie de Tu as traîner une un hygiène quand même de sommeil, ah ouais, c'est sûr, il y a pas d'écran. Enfin, ils le savent, hein. Parce que sinon après ça t'emmène. Déjà même moi, j'arrive pas à lutter quand je commence à regarder une série, c'est une catastrophe. mmh. Donc, on se dit: «Non mais On est sur ces faible sur» face aux écrans. mais complètement. Mmh. Même moi, Donc j'essa faut pas demander à un non. enfant ou un adolescent de pouvoir gérer, Ah mais ils sont en construction, ils ouais. ont pas les armes en fait, ça me rend triste parce qu'en fait on les expose, ils ont pas les armes Mmh. pour, dire stop. Mmh. Donc il y a rien. Donc après au bout d'un moment, une fois que tu as lu, que tu as écrit un peu, Bah, tu vas te coucher. tu vas te coucher. Oui. Tu vas te coucher. Ouais, c'est soit tu as suffisamment d'énergie pour être créatif et faire autre Mmh. chose, soit bon, bah, tu te laisses glisser et puis tu dis: «Bon, Non, mais bah, c'est ça. finalement, je vais me Et coucher». d'ailleurs, c'est un truc quand ils étaient, quand ils avaient 4 ans, à peu près 4-5 ans, où, on sentait qu'ils avaient besoin quand même de faire une sieste, mais Mmh. qu'eux, ils avaient pas trop envie de la faire. Mmh. Enfin, en fait, on a instauré le temps calme après le déjeuner. OK. Et ça, le temps calme, on en a fait jusqu'à super tard. Ils Mmh. étaient pas obligés de dormir, mais par contre, c'était dans leur chambre, à lire ou à dessiner, à faire une activité calme. Calme. Et une fois sur 2, Ils s'endormaient. mais on les retrouvait Ouais. endormis dans leur lit, le Mmh. livre sur la tête et ils avaient l'impression de gérer leur truc Ouais. et ça arrivait souvent après qu'ils disaient: «Ah bah, j'ai bien dormi». Tu genre: «Ah bah, je me suis bien, j'ai bien dormi». Donc ils étaient contents d'eux, en fait, sinon ouais, Mmh. c'est quand même fallait que Oui, je c'est un dorme. âge où tu as quand même besoin de plus d'autonomie et de leur dire, bah, si tu veux, tu dors pas, mais tu restes, Ouais, là, pour le coucher. Parfois, c'est pareil, hein. Tu as beaucoup de parents qui disent, bah, là, c'est l'heure d'aller, se coucher. Si tu as pas envie de dormir, tu dors pas, bah, c'est mais ça. tu vas dans ton lit et puis De toute manière, tu peux pas forcer voilà. un enfant à Non, dormir, en gros. forcez pas un enfant à dormir. C'est pas possible. Non. Donc soit on le met en condition, il ferme les yeux et le sommeil vient le chercher. Mmh. Soit, non, tu luttes, quoi. Mais alors pour le coup, ouais, j'ai été témoin dans mon entourage, heu, de personnes qui luttaient vraiment pour que les enfants dorment à la Mmh. sieste. OK. Et en fait, on voyait que c'était quand même un peu contre-productif parce Ouais. que l'enfant, bah, part forcément tout de suite dans l'opposition parce qu'il a Mmh. pas envie de dormir, donc il lutte contre le sommeil. Ouais. Donc le parent s'énerve Ouais. Le et cercle puis vicieux. ça Mmh. s'arrête pas, quoi. C'est l'escalade, ouais. Après moi j'ai aussi dans mon entourage des gens qui ont accompagné jusqu'à très, très tard leurs enfants, pour qu'ils s'endorment. Mais physiquement, c'est-à-dire OK. qu'ils restaient avec eux jusqu'au Mmh. moment où ils s'endorment.
Et ça, à long terme, ils se sont un peu pris les pieds dedans, quoi. Bah, après, c'est une dépendance. Donc après, quand ça fonctionne et que ça convient bien à tout le monde, c'est très bien. Après, quand effectivement c'est pesant pour le parent, bah, plus ça a duré longtemps, plus c'est difficile de s'en défaire. Après, Ouais. c'est toujours possible de s'en défaire. Et puis, il y a des âges où c'est plus facile que d'autres. Mais parfois, c'est plus facile d'être présent à l'endormissement. Parce que du coup, toi, tu avais un petit peu de la chance qu'ils s'endorment facilement. Parfois, c'est plus facile de rester à côté, même si Ah, ça bien dure sûr. J'aurais pu. longtemps. Enfin, quand les Avec, enfants sont grands. si j'avais eu des enfants différents, j'aurais certainement fait différemment. Hein. Ouais. Ouais, Ou bah, oui, mathématiquement, oui. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils dorment, quoi. Donc clairement. Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le bon dosage. Parce qu'en plus, les enfants, ils évoluent vite. Donc en fait, ils ont besoin de quelque chose à un instant T. Et puis ils ont besoin d'autre chose. Puis ils ont besoin d'autre chose. Et en fait, c'est vrai que faut apprendre à lâcher. Faut apprendre à les pousser un peu en dehors du nid. Et pour le sommeil, c'est un peu, je sais pas. Moi, j'aimerais que mes enfants, en termes de sommeil, qu'ils comprennent leurs besoins OK, et qu'ils y répondent. OK. Qu'ils soient capables de comprendre leurs sensations, de comprendre ce que Ouais. ça veut dire et de comprendre les bienfaits du Ouais. sommeil et Après, pour le coup, moi, je leur ai toujours beaucoup expliqué les choses. Et concrètement, c'était sur des choses très concrètes. Ce que le sommeil, ça fait au cerveau. Moi, quand ils étaient petits, je leur expliquais qu'en fait, le sommeil, c'était un peu comme pour ranger sa chambre. Alors, c'est peut-être débile, hein, ce que je veux dire. En fait, je leur expliquais que tu dis, tu sais, dans la journée, il y a plein de choses qui rentrent dans ta tête. Hein, et si tu dors pas, eh ben, en fait, c'est le bazar. Donc, quand tu dors, hop, ça prend du temps pour tout ranger dans les tiroirs. Et comme ça, après, quand t'es réveillé, ta tête, elle est bien rangée. C'est chouette comme métaphore. Et que tu peux apprendre encore d'autres choses. Parce que j'avais l'impression que quand les enfants étaient fatigués et qu'ils n'avaient pas assez dormi, tout était dur, Brouillon. Ils étaient à fleur de peau, ils passaient du rire aux larmes. Et c'est vrai que quand je leur avais expliqué ça, pour eux, c'était concret, c'est-à-dire qu'on dort, voilà, c'est pour faire le rangement dans sa tête. Et après, quand on se réveille, il y a de la place. Ouais, c'est super. C'est super parce que ça parle bien comme image, je pense. Parce que c'est vrai que moi, je commence à avoir le discours avec mon fils. Autant sur le corps, ça m'est venu spontanément. Enfin, je lui dis, du coup, il comprend bien que les choses sont cassées et se réparent. Donc, je lui dis, le dodo, ça permet de réparer le corps. Quand on a des bobos, par exemple, du coup, au moins, c'est factuel. Quand il s'est écorché le genou, je lui dis, faut faire un gros dodo. Comme ça, le bobo, il va se réparer. Mais sur la tête, j'essaye, tu vois, mais j'arrivais pas à trouver la façon de l'expliquer. Mais tu vois, c'est une bonne idée. Cette image de la chambre rangée, parce qu'en plus, il adore le rangement. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, en plus, je lui ai expliqué, parce que tu vois, les choses, quand elles sont bien rangées dans les tiroirs, dans ta tête, eh ben, tu peux aller les chercher facilement. Tu sais où est-ce qu'elles sont et en fait, ça fonctionne comme ça. Les apprentissages, il faut qu'ils soient bien rangés dans le tiroir pour aller les chercher. Et si c'est le bazar dans ta tête, eh ben, tu peux pas ranger dans le tiroir. Super. J'adore les métaphores. Avec le mobilier. Non, mais pour le coup, en tout cas, ça avait marché. Et non, ça avait bien marché. T'as souvenir de les avoir laissés pleurer? Ouais. Pas bien. Aïe, aïe, aïe. Nous arrêtons tout de suite cet épisode. Non. Ouais, je les ai laissés pleurer. Alors, plus grand. Plus grand comment? Pas la première année. Ok. Justement. Pas du tout, peut-être pas les 2 premières années. Autour de moi, j'avais encore ce discours de il faut laisser les enfants pleurer, faut qu'ils s'habituent. Moi, je voulais qu'ils s'habituent, mais je voulais pas qu'ils s'habituent en pleurant. Donc j'allais toujours les voir, en fait. J'allais toujours les voir pour les rassurer. Et après, je restais jamais trop longtemps, en fait. Ok. J'allais les voir, et parfois j'allais les voir 2, 3, parfois 4 fois, parfois 5 fois. Et j'allais les voir, je les rassurais, je leur faisais un bisou, un câlin, et je leur disais, bah oui, mais maintenant, ok, je suis là, maintenant, on dort, je reste là 2 minutes, et après je m'en vais. Et en fait, après un peu plus grand, non, en fait, je les ai jamais vraiment laissés pleurer. Non, mais j'essaie de me remémorer, vraiment peut-être 1 ou 2 fois, peut-être à la sieste, des moments où j'en pouvais plus.
Ouais, je mais j'ai vraiment pas ce souvenir. En tout cas, je me souviens que petit, on me disait, les générations Ouais. passées: «Non, faut les laisser pleurer». Ça venait de qui, ces discours-là? De l'entourage, du corps médical, Non, pas du corps des 2? médical. Pas du corps Non, médical? non, non, À plutôt cette de époque-là l'entourage. Ouais, déjà, ouais, parce qu'il y en a encore, hein, des ouais. médecins, hein. Même des spécialistes, je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il y avait un spécialiste du sommeil à Cannes qui disait: «Bon, bah, 5, 10, 15, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes», j'étais là: Ouais, alors ça, c'est marrant ce truc-là de 5, 10, Le 15. chrono, Ouais. Alors Nous maintenant, tu as des méthodes «plus douces» entre guillemets, où ouais, du coup, c'est plus 5 minutes, c'est 2, enfin après ouais. c'est le même, Mmh. Ouais, puis principe, après, mais je pense qu'en fonction aussi de l'âge, oui. pour moi, un bébé, faut pas le laisser pleurer, ça sert à rien. Il y a pas Mmh. rien de pédagogique là-dedans. Après, le petit à 5 ans, ouais, peut-être il y a un moment, Mmh. comprend quoi. C'est l'heure de dormir, tu es à côté. En fait, je pense que les enfants, ils ont surtout besoin d'être rassurés, mais après, on est un peu tous face à parfois des contradictions. Par exemple, quelqu'un de ma famille qui pense que les enfants doivent absolument dormir à la porte fermée. OK, conviction, ferme et Ah définitive, mais la porte est fermée, définitive, point. OK. et il y a eu des moments où non, bah non, on peut laisser la porte entrouverte. Il y a pas de si l'enfant ne pleure plus une fois que la porte elle est Mmh. entrouverte et qu'il s'endort, Et qui sort pas, et en plus? où Mmh. est le souci? Ouais. Ouais, mais après c'est des caprices, Mmh. non, voilà, Ouais. c'est le sommeil souvent c'est un peu comme la nourriture en fait. Ouais. Je trouve que ça il y a plein de choses qui ressortent, notamment un peu des différences entre les générations, des différences. C'est comme les problèmes avec l'alimentation. Heu, faut forcer ou pas les enfants, Mmh. il faut les forcer, faut pas les forcer, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a une génération quand même assez charnière entre ce qui se faisait avant, Mmh. qu'on n'a pas envie de reproduire, généralement, parce que typiquement, laisser pleurer ou forcer dans un sens ou dans l'autre, forcer à manger ou forcer à dormir, et en même temps, on manque, d'outils. On manque d'autres exemples, on manque, d'autres façons de faire, Mmh. donc OK, on dit: «Il faut s'écouter», d'accord, mais en fait, notre instinct, il est aussi modelé par nos héritages. Donc quand le seul Complètement. héritage qu'on a, c'est, il faut laisser pleurer l'enfant, écouter son instinct, c'est, bah, en fait, je sais plus trop ce qu'il me dit mon enfant, Mmh. mon instinct, mon enfant, les 2. Donc oui, la problématique un petit peu de cette génération, enfin un petit peu de notre génération, c'est, on veut plus faire comme avant, mais du coup, comment on fait? Ouais. L'enjeu, c'est quand même, dans la petite enfance, l'enjeu, c'est vraiment de leur apprendre à gérer, la frustration. Ouais. Parce qu'en fait, ça revient tout le temps et ça revient à chaque fois à différentes étapes de leur vie et même nous en tant qu'adultes parce que la frustration, c'est aussi, ta position face à l'échec, Ah beh, ta complètement, c'est position fa dans quotidien, don c'est, donc bien sûr. et du coup, tu sens quand même que c'est un enjeu dans la Mmh. petite enfance Mmh. et je pense que le sommeil aussi, ça illustre un peu ça. Ouais, C'est c'est un ce cadre. Ouais, c'est pas toujours facile à mettre en place et c'est vrai que en plus aujourd'hui, pour le coup, moi je me penche moins sur ces choses-là parce que maintenant les enfants sont plus grands, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a plein de courants différents et que c'est pas évident de savoir un peu, où elle est, quoi. Ouais. Tu navigues un peu et tu dis: «Ah bah tiens, là, j'ai entendu des conseils, c'est vachement bien», Mmh. et tu peux aller voir un spécialiste qui va te dire, 5, 10, 15, Complètement l'inverse, ouais. et c'est en ça où c'est dur parce que du coup, ça fait des parents, bah, qui ont plus trop confiance en eux, Ouais, quoi. et qui sont complètement perdus. Ouais, et ça, je pense que c'est très dur, Mmh. du coup. Mmh. Quand toi, en tant que parent, tu sais pas trop où tu vas, quoi. Et en même temps, personne te dit où il faut aller Ouais, et comment il faut faire. Donc ouais. c'est un peu l'enjeu aussi Mmh. de Réapprendre à s'écouter, à se faire confiance, enfin clairement en tant que ouais. parent, Et puis se dire que, bah, si on a foiré, c'est pas grave, quoi. Non, mais c'est ça, quoi. Ouais, mmh. bon là, non, là, c'était pas la bonne méthode. Moi, combien de fois je me le suis dit pour la nourriture, hein, que Ouais, je voulais absolument qu'il mange, qu'il mange. ouais. Puis, je dis: «Non, c'était pas la bonne méthode. Ah ouais, d'accord. On arrête». Ouais. Donc ça, c'est clairement, la façon dont on a été éduqués, quoi. Mmh. De se dire, «Non, si j'ai dit ça, il faut que mon enfant
fasse exactement ce que j'ai dit, parce que s'il ne le fait pas, ce qu'il me respecte pas, c'est que je n'ai pas d'autorité. Après, c'est un enjeu de pouvoir. C'est que, exactement. Ouais, et parfois, il y a des choses qui montent comme ça, on escalade des situations, on arrive à des situations où on se dit non mais c'est pas possible en fait. Comment on en arrive là ? Quand on en arrive là, c'est qu'en fait ça vient réveiller tout l'intérêt aussi parfois de faire une thérapie avant d'avoir des enfants, pour aller un peu nettoyer, ranger dans les petites cases. Ranger dans les tiroirs. Voilà, ranger dans les tiroirs, parce qu'on aime les métaphores de mobilier, comme tu as dit, pour essayer de pas reproduire consciemment ou inconsciemment, parce que généralement c'est inconscient. Ouais, carrément. Toutes nos peurs, tous nos bagages. Je pense que de toute manière, les enfants, ça te met en thérapie, que tu le veuilles ou non. Hein. Oui. Alors c'est très drôle, je sais pas comment ils font, mais ils viennent appuyer pile poil là où ça va te challenger en fait. C'est très intéressant. Je pense en fait c'est deux choses qui se rencontrent, c'est-à-dire que toi c'est tes points sensibles, donc déjà on sait que c'est ça qui va être réactif chez toi, et puis ça reste une partie de toi-même. Oui. Tu vois, donc je pense que tu vois ça se rencontre et effectivement ça c'est formidable ça. Ça, les enfants te mettent bien face à toi-même. Hein. Très souvent. On en revient du coup sur le cadre et sur ce que tu mettais en place pour les dodos quand il y avait pleurs. T'y retournais, tu les consolais, tu les reposais dans leur lit. Ouais. Et quand tu repartais, il se passait quoi ? C'était très variable. Ok. Soit ça pleurait tout de suite. Ok. Donc là, tu sortais quand même. Je ressortais, j'attendais pas longtemps et je revenais. Soit ça repleurait 5 minutes après, soit ça repleurait un peu plus tard. En fait, je revenais. Je comptais pas le nombre de fois où je revenais. Je me disais pas je reviens 5 fois et après j'arrête. Je revenais. Tant que nécessaire. Ouais. Ok. Et je pense qu'en fait, l'idée, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils comprennent que j'étais là. Ouais. S'ils pleuraient, je suis là. Et puis après, il y a un moment où ils pleuraient plus. Mais c'est vrai que pour le coup, assez rapidement, ils ont compris qu'on était là. Je dis moi, mais ça pouvait être le papa aussi. Hein. Ouais. Bon. Enfin, c'était quand même beaucoup toi, vu qu'il était pour les coucher, c'était quand même beaucoup moi. Mais ils savaient qu'on était là. Et je pense que ce qu'ils ont compris aussi rapidement, c'est qu'il y avait quand même pas d'autre option que leur lit à ce moment-là. Et que même si on était là, c'était dans le lit que ça allait se passer. On les a vraiment... Moi, je les prenais... On n'a jamais fait vraiment de cododo, sauf quand ils étaient malades. Sauf grosse maladie. Ouais, sauf quand ils étaient malades. Quand ils étaient bébés. Et pour les siestes, tu disais portage pour Iris par nécessité organisationnelle, mais est-ce que tu en as fait aussi parce que tu sentais qu'elle dormait mieux comme ça, petite ? Est-ce que tu as transité vers le lit ? Est-ce que ça s'est fait facilement ? Par contre, non, je les ai jamais mis en portage pour qu'ils dorment. Ok. Tu les mettais en portage pour les transporter, et s'ils dormaient, ils dormaient, mais... Ouais, complètement. Parce que je savais que c'était... Et par contre, je les gardais. Une fois qu'ils étaient sur moi, si je rentrais, je les sortais pas pour les mettre dans le lit. Non, je les gardais jusqu'à ce qu'ils fassent un certain poids, parce qu'après, on va pas se mentir. On peut pas les porter comme ça pendant très longtemps. Non, mais après, c'est pareil pour les siestes. Quand ils étaient... Leur première année, en fait, ils ont tous les deux passé leur première année avec moi. C'est un luxe. Non, mais parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment un luxe de pouvoir... Et alors, c'était marrant parce qu'on avait différentes zones. On avait des zones de dodo. Donc, on avait bien sûr le lit. On avait le parc qui était à côté de mon bureau. Ouais. Et on avait aussi un espèce de pouf. Tu sais, un pouf avec... tu pouvais les attacher et c'était tout mou. Ok. Et ils dormaient vachement bien là-dedans. Ok. Donc, le matin... En fait, les siestes, on les mettait systématiquement au lit après le repas. C'est-à-dire que la nuit, bien sûr, après le dîner, et après le déjeuner, là, la sieste, c'était dans leur lit. Par contre, après, on avait, dans l'appart, on avait des zones où ils pouvaient s'endormir facilement, où c'était confortable. Pour les autres siestes de la journée ? Pour la sieste du matin. Exactement. Ouais. Mais pour le coup, pour moi, c'était pas vraiment des siestes. C'est-à-dire qu'on je les mettais là au calme avec des petits doudous, des trucs. S'ils s'endormaient, c'est qu'ils étaient fatigués. Ok. Puis s'ils s'endormaient pas, c'est qu'ils avaient pas envie de dormir, quoi. Fatigués.
Et après, voilà, bien sûr que ça n'empêchait pas que j'avais pas des bébés de 9 mois qui faisaient rien pendant 4 heures. Il fallait un petit peu faire 2-3 trucs avec eux quand même. Ouais, bien sûr. Un peu les emmener, un peu... Ouais. Mais globalement, l'orgasme était comme ça. C'était vraiment après le repas, ça c'est la sieste, la vraie. Ok, d'accord. Puis après, le reste du Le temps, reste, c'est... bah, tu t'endors quand t'as envie, quoi. Ok. Quand t'es fatigué. Mais du coup, ça impactait pas la sieste du midi? Si par exemple, t'avais pas vraiment d'horaire un peu, enfin de sieste un petit peu Alors, figée pour le matin, par exemple? alors en fait, j'étais assez vigilante là-dessus. C'est-à-dire que si je sentais, tu vois, si à 11h, je sentais que, ouh là là, il était un peu claqué, j'attendais pas 11h30 pour qu'il mange. Ok, manger, Je le dodo. faisais manger parce que ça, je savais que ça allait le maintenir. Et Ouais. puis après, je le mettais au lit. Ok. En fait, j'avais quand même un œil, j'arrivais à comprendre quand même assez bien leur état de fatigue et j'étais pas rigide sur l'horaire. D'accord. Le planning, De la journée. le programme, oui, mais pas l'horaire, à part Ok. à part le soir quand même. Ok. Le soir, et c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien parce qu'au final, bah, finalement, si je voyais qu'il était fatigué, hop, il mangeait un peu plus tôt. Puis après, il dormait. Alors après, il se réveillait, il pouvait se réveiller ou pas d'ailleurs, un peu plus tôt ou pas, parce que parfois, en fait, on a l'impression qu'ils vont dormir 1 heure, ils en dorment 2. Ouais. On a l'impression qu'ils vont dormir 2 heures. Ils en dorment 1. 30 minutes. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est toujours un peu toujours un peu la surprise quand même. En tout cas, nous, les siestes, c'était toujours un peu la surprise. Après, moi, j'étais très jalouse de ma nièce qui pouvait dormir 5 heures l'après-midi à 4 ans. Grosse dormeuse. Alors là, tu étais jalouse parce que tu te disais, bon, la chance d'avoir autant de temps. Est-ce que ça t'inquiétait de te dire, c'est peut-être bizarre que moi, mes enfants, ils dorment pas si longtemps? Quelle relation, enfin, quelles émotions ça évoquait chez toi, là? Non, ça m'inquiétait pas parce que je voyais que ça allait bien, en fait. Ok. Qu'ils étaient joyeux, Ok. que il y avait pas beaucoup de colère, parce qu'en fait, c'est un peu ça le curseur, quoi. Si t'as des enfants La gestion émotionnelle. voilà, joyeux, qui pleurent comme tous les enfants, mais t'es pas dans de la tension constante ou dans des problématiques constantes. Moi, j'avais l'impression qu'ils allaient bien. Ouais. Non, moi, j'avais juste des enfants que c'était pas c'était pas écrit comme ça qu'ils dorment. Mais moi-même, je ne dors pas beaucoup, donc j'allais pas demander à mes enfants qu'ils dorment 5 heures l'après-midi, quand moi-même je dors très peu. Et Donc, ton conjoint, il dort comment? lui, il est comme mon fils. On appuie sur un bouton et D'accord. lui, il dort quand il faut qu'il il dort quand il faut qu'il dorme. On n'est pas des lève-tard. Il se lève pas tard, mais je sais pas s'il se lève pas tard parce qu'on se lève tous tôt. Aussi de lui-même, il se lèverait plus tard, Il tu ferait vois. pas une petite Ouais, c'est ça. Non, mais lui, il est formidable. Lui, il peut dormir n'importe où, dans n'importe quelle condition, à n'importe quelle... Ça, c'est une chance incroyable. Incroyable. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se lève tôt. On dort pas tard le matin, quoi. Après, quand t'as le rythme et que du coup, tu te couches tôt, bon, bah, ça entretient aussi, enfin, si Oui. 6h30, t'es d'attaque, on est c'est que t'as suffisamment dormi. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de secret. Ce qui est difficile, c'est quand t'es clairement en décalage avec le rythme de tes enfants. Ouais. Ça, c'est dur. Quand t'as un enfant, lève tôt, et que toi, t'as besoin de dormir jusqu'à ne serait-ce que 7h30. Enfin, moi, 7h30, ça m'est pas arrivé depuis... Oula! Ah, mais 7h30, nous, on a déjà... on a déjà fait tout un... C'est clair, nous, on a petit déjeuner, on s'est préparé, la toilette, tout ça. Nous aussi. Mais nous, ça n'a pas changé, quoi. C'est ça qui est drôle. Mais non, moi, ce qui a été dur, là où vraiment c'était vraiment dur, c'est en fin de grossesse de ma fille. Donc Elliot venait d'avoir 2 ans. La grossesse d'Iris, voilà, elle a été de ses 1 an et demi, tu vois, un peu plus, ce qu'il a un peu plus de 2 ans. Et là, c'était dur. Parce que là, enceinte, j'étais fatiguée. Et enceinte, j'avais besoin de dormir. Donc, je me calais sur son rythme. J'essayais de dormir l'après-midi en même temps que lui, mais moi, clairement, j'aurais fait des siestes 2 fois plus longues que les siennes, quoi. Ouais. Et quand je l'entendais, maman, déjà. Mais non, c'est pas assez dormi. Là, c'était très fatigué. Parce que gros besoin de sommeil en plus, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Après, non, tout le monde, c'était un peu en pilote automatique. Donc, oui, après, il y a des périodes où tu subis et où c'est normal. Ouais. Enfin, clairement. Ah bah oui, là, oui, parce que moi, c'est difficile, mais c'est normal. Ouais, complètement. Et en même temps, c'est normal. Oui, puis ça passe. Et ça passe. On n'est pas enceinte toute sa vie. Bien sûr. Oui, tu vois le bon. Oui. De dire, là, je sais que quand évidemment. Tu sais que c'est ponctuel et que ça va pas durer, c'est
c'est quand même plus facile, même si c'est difficile, c'est quand même plus facile de te dire, parce que tu vois déjà la lumière au bout du tunnel. Tu Ouais, sais pas c'est comment ça. ça sera après, hein, parce que clairement, bon, après, t'as le postpartum, Ouais. enfant numéro 2, etc. Ouais, Mais faut pas penser après, faut ouais, faut être dans le dans moment le moment présent. présent, une journée à la fois, une nuit à la fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Moi, ce qui non, m'a non, mais sauvée, c'est ça, de me dire ouais, une nuit à la fois, en postpartum, de me ouais. dire une nuit à la fois, une sieste à la fois, 1 heure à la fois. Enfin, Mmh. des moments, j'étais vraiment en mode temporalité minimum pour Ouais. m'accrocher parce que sinon, tu te dis, oui, mais là, et puis après, s'il dort mal encore la nuit prochaine, et puis après, en fait, c'est l'escalade où Mais c'est t'angoisses. ça, mais je pense C'est qu'on de leur l'anxiété transmet d'anticipation, ça s'appelle. complètement. Et Ouais. ça, c'est l'enfer. Parce que ça rajoute de l'angoisse sur Non, puis un stress déjà tu présent. transmets. Il y a des choses qui passent qu'on maîtrise Ouais. pas du tout, quoi. Et Et qu'eux, ils captent, c'est sûr. et moi, c'est un truc, j'ai mis du temps à intégrer ça, mais une fois que je l'ai intégré, en fait, ça m'a changé la vie, en tant que maman. C'est qu'en fait, il y a rien de fixé. C'est-à-dire que, ben, si ça se passe mal, ça peut toujours se passer mieux, en fait. On n'est pas, c'est pas définitif, hein. C'est pas parce que Mmh. cette nuit-là, il a pas dormi, ou c'est pas parce que là, il y a eu une colère, ou c'est pas parce que, ça peut toujours s'améliorer. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec le recul que tu as aujourd'hui concernant le sommeil? Je pense que là, en fait, je ferais globalement les mêmes choses, mais je pense que ma fille a quand même pas mal, été impactée par les réveils, très tôt de mon fils. OK. Et c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu préserver le réveil tôt de d'Iris un peu plus. Et c'est vrai que, je pense que peut-être que j'aurais moins insisté sur les siestes l'après-midi, OK. à une période où ils sont un peu entre 2. Parce que parfois je pense que j'avais surtout besoin qu'ils aillent à la sieste, tu vois? Toi, tu avais besoin Ouais, qu'ils aillent à la sieste. complètement. Loin. Et puis Ouais. Tu juste avais besoin d'un temps pour toi. un Une temps coupure. où pas de, tu Mmh. vois? Que tu entendes plus rien. Et donc ouais, ça, j'avais besoin de ça. C'est vrai que il y a eu une période où peut-être je forçais un peu la sieste, OK. mais c'est difficile, moi, je trouve, en fait, les enfants, ça grandit super vite, et ce qui est dur, c'est quand tu trouves un modèle qui fonctionne, et puis, 2 mois après, en fait, ton enfant a évolué, Mmh mh. il a grandi, et du Mmh. coup, il faut trouver un autre modèle. Ouais. Et ça, en fait, s'adapter constamment à Ouais. trouver des nouveaux modèles, Mmh. c'est parfois, tu es un peu lent à trouver le nouveau modèle. Mmh. Tu traînes un peu, Ouais. et tu es fixé sur, ta façon de faire Oui, mais quand ça fonctionne. ça fonctionnait quand il avait Mais ça 2 ans et fonctionnait. demi, Ouais. Mmh. mais pour le coup, ça fonctionne plus trop Mmh. maintenant qu'il a 4 ans, quoi, tu vois? Et ouais, parfois, en fait, on dit toujours: «Oh là là, ils grandissent vite, ils grandissent vite». Ouais, ils grandissent vraiment super vite, Mmh. vraiment, et ils sont Mais ils capables. évoluent très Non, vite, puis ouais. c'est surtout, en fait, globalement, je pense qu'ils sont capables de faire plein de choses, par eux-mêmes, heu et parfois, j'ai l'impression que nous, en tant que parents, on on leur laisse pas beaucoup d'autonomie, Mmh. pas beaucoup de place à essayer de se faire à manger tout seul, Ouais. pas beaucoup de place à et l'autonomie du sommeil, c'est un peu ça aussi, c'est de savoir, en fait, Ouais. finalement, quand on te laisse l'autonomie un peu de ton sommeil, à un âge raisonnable, Ouais. c'est de comprendre quand est-ce que tu es fatigué, Ouais. quand est-ce que c'est le moment d'aller se coucher, combien d'heures, maintenant qu'ils sont plus grands, tu vois? Mmh. Combien d'heures j'ai Mmh. besoin pour être bien dans ma journée, parce que je peux plus leur expliquer l'histoire des tiroirs, là, maintenant, ça marche plus. Mais c'est cette autonomie tu vois, de se connaître. Ouais. Parce Mais que ça commence tôt. ça commence super Ça tôt. commence tôt, de leur Ouais, expliquer leurs propres signes de fatigue. ouais, Bah, là, tu vois, tu te frottes les yeux, ouais. là, tu arrêtes pas de tomber. Enfin, je sais Mmh, que quand il commence à ouais. marcher, par exemple, et qu'il a grimpé, Mmh. bon, bah, quand il commence à tomber toutes les 3 secondes, c'est que généralement, ils sont fatigués. Donc et ça, c'est vrai que quand tu poses des bases, des petites briques, des petits cailloux tout le long du chemin, Ouais. bah, le jour où effectivement ils sont en âge d'avoir un peu plus d'autonomie, bah, c'est plus facile, ça sort pas de nulle part en Mmh. mode, «Bon, bah, maintenant tu te gères, tu sais quand est-ce que tu vas te coucher». Bon, bah, non. Ouais. Ouais, Alors que si on complètement. t'a expliqué, bon, bah, là, quand t'as les yeux qui piquent, que tu commences à te frotter les yeux, Mmh. que tu pas les idées claires et etc. Ah non, mais complètement. Mmh. Mais c'est vrai que ça, nous, on l'a pas fait. Par contre, il y a un truc, que moi, je voulais jamais faire, c'est de les punir dans leur lit.
Tu vois, de faire des time-out dans leur lit, ça, je voulais pas du tout, parce que pour moi, le lit, c'était le bien-être. Ouais, c'est ce qu'on disait au début. Ouais, et c'est vrai que pour le coup, enfin, moi, j'ai été témoin de parents qui, pour le coup, l'enfant, il fallait qu'il soit un peu à l'écart parce qu'il s'était passé quelque chose, donc c'était dans le lit. Et moi, j'arrivais pas avec cette idée quand même surtout petit, dans les lits à barreaux et tout, non. Oui, au-delà du fait que visuellement, ça fait un peu prison. Ouais, c'est clair. C'est compliqué d'attendre d'un enfant qui dissocie, à la fois c'est un endroit cocon et bien-être pour s'endormir, et à la fois c'est le moment où je vais quand il s'est passé quelque chose, ou que j'ai une grosse émotion pas possible à gérer, ou que enfin c'est oui, comme tu dis, si pour toi c'est important que ça soit symboliquement un lieu de bien-être, bah, on peut c'est pas, compliqué d'y ça marche mettre pas. quand en fait il est pas dans des bonnes ça. conditions émotionnelles, quoi. Ouais, mais c'est ça. On avait une petite musique aussi. Tu sais, un petit mobile musical. Ouais. Ça, ils Alors aiment. ça, on y revient maintenant dans les conseils autour du sommeil. Le petit mobile musical. Les stimulations. Nous, on avait un petit mobile musical, ça fonctionnait super bien. Mais de toute façon, tout ce qui fonctionne, fonctionne. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. D'autant que ça évolue très très vite, comme on disait. Donc, ce qui fonctionne maintenant pour vous à l'instant T, c'est ce qui fonctionne pour vous maintenant à l'instant T. Bien sûr. Après, voilà. Ouais, parce qu'il y avait une période où les petits stimuli musicaux de ce type, c'était pas... C'est qu'on dit que généralement pour l'endormissement, quand effectivement tu as quelque chose au-dessus de tes yeux qui fait de la lumière en plus, enfin pour peu que ça fasse de la lumière, du bruit, etc. La lumière, je pense que c'est ce qui gêne le plus. Ouais. Après, quand c'est musical et qu'après ça s'arrête, enfin je veux dire, si ça fonctionne. Nous, ça faisait un peu partie du rituel, en fait, la petite musique du soir. Oui, c'était plus parce qu'en fait, le repère. c'est un peu comme c'est un peu comme beaucoup plus doux, mais c'est un peu comme la sonnerie à l'école, quoi. Ouais. C'est allez, maintenant c'est l'heure. Ouais. T'as ta petite musique et c'est la fin de la journée. Ouais. Et alors, parfois la petite musique, on la remettait une fois, 2 fois. Ça pouvait Oui, la être un peu long. musique, généralement, la même musique, ça fait un déclencheur qui est facilement assimilable et compréhensible pour l'enfant, pour capter qu'effectivement, c'est la musique du dodo, quoi, clairement. Après, c'est la stimulation visuelle qui peut être un peu dommageable pour... Enfin, dommageable, c'est pas ce que je veux dire, mais bien sûr, qui peut freiner l'endormissement. Bien sûr. En tout cas, la musique, non. Alors après, il y a soit la voix, chanter toujours la même chanson, ou même une chanson différente, mais avoir la même chanson ou le même... le même mobile musical, ou la petite boîte à musique, la petite veilleuse qui fait de la musique. Après, c'est vrai que nous, on n'a jamais eu de veilleuse. Ouais, non, ils sont toujours endormis dans le noir ou la porte entrouverte, en fait. Et après, c'est vrai que le noir, c'était pas un souci pour eux. Mais encore une fois, ils étaient tous les deux dans la même chambre. Ouais, ils se rassuraient l'un l'autre. Ils étaient pas seuls, ouais. Quand je disais tout à l'heure, il y a des choses que tu ferais différemment, où tu te disais peut-être séparer pour préserver le sommeil de l'un et de l'autre. Si ça se trouve, ça aurait eu des conséquences plus compliquées sur le nombre de réveils la nuit, sur l'endormissement du soir. Enfin, en fait, franchement, très sincèrement, nous, c'était forcément notre crainte quand on a eu, quand j'ai été enceinte d'Iris, parce que on vit dans une société où on s'attend absolument à ce que chaque enfant ait sa chambre, son propre espace. Et alors que quand tu regardes globalement d'un point de vue mondial, on avait déjà eu cette discussion. C'est pas le cas dans bien des endroits, en fait, d'avoir une chambre pour chaque. Et c'est vrai qu'en fait, je crois que ça, je le ferais pas différemment. Et c'est rigolo parce que ma belle-sœur vient d'avoir un petit garçon, elle a une petite fille, ils ont 2 ans d'écart. Ils ont assez de chambres, mais ils les mettent ensemble. Et parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect où ils peuvent se réveiller, mais globalement, on le sait quand même, quand un bébé dort, en général, il dort bien. Quand il est endormi, il a le sommeil qui est lourd. Mais il y a quand même cet effet quand il commence à comprendre, et je pense que ça intervient assez tôt. Il y a l'effet de groupe. C'est l'heure d'aller au lit.
ton frère, il va se coucher, ta sœur, elle va se coucher, on va se coucher, c'est le moment. Tout le monde fait la même chose, c'est le tout moment. le monde se met en pyjama, tout le monde... Et voilà, c'est ça, c'est le moment. Donc, c'est vrai que moi, je pense que ça, je leur ferais pareil. C'est pas quelque chose qui... Et pourtant, au début, c'était une de nos interrogations. Ouais. De se dire, oh là là, est-ce qu'on les met dans la même chambre? Quand est-ce qu'on va les mettre dans la même chambre? Est-ce qu'ils vont se réveiller? Et du coup, ils ont toujours été dans la même chambre? Toujours. Même maintenant? Ouais, ils sont encore... Alors, aujourd'hui, avec une structure un peu différente, parce que jusqu'à ce qu'ils aient 7-8 ans, ils avaient vraiment une chambre commune avec des lits superposés, tout mélangé. Ok. Et très rapidement, avec le caractère un peu rigide de notre aîné et le caractère un petit peu créatif de la seconde, on s'est vite on a vite compris que quand même c'était compliqué parce que... deux espaces séparés. Ah bah ouais, non mais parce que elle envahissait complètement son espace. En plus, comme elle est plus petite, elle a tendance à prendre ses trucs. C'était très problématique. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Nice, on a séparé la chambre en 2 par des lits. Et aujourd'hui, ils ont 2 espaces qui sont très petits, mais qui sont vraiment séparés par sont bien distincts l'un de l'autre. Par une cloison. Et ils ont vraiment chacun leur chambre. Okay. Ils sont en fait juste pas isolés au niveau sonore, mais leurs affaires sont bien séparées. Okay. Et non, petit, ça se passait super bien. Ça se passait vraiment bien parce que Elliot était super content quand je dis ça. Il est pas content parce que il veut pas l'admettre, mais il était vraiment super content d'avoir une petite sœur. Avec sa petite sœur. Ouais, parce qu'en plus le truc c'est quand Iris est venue dormir avec lui, lui on l'a passé dans un grand lit. Donc en fait pour lui aussi, je pense que c'était un cap. De dire elle va dormir dans mon petit lit. Et moi je deviens le grand frère. Et moi maintenant je suis grand en fait, je vais dormir dans un grand lit. Donc en fait pour lui c'était vraiment une étape vraiment positive. Il l'a bien vécu après. Responsabilisation. Ouais, complètement. Sans mettre trop de responsabilité sur un enfant, bien sûr. Non, mais juste marquer le changement de statut. Ouais, c'est ça. On est grand. On passe dans un lit où on peut se lever. Ok. Donc, non, c'était cool. Une dernière question. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune parent? De pas trop écouter les autres. Donc de pas trop écouter le conseil que tu as donné. Non, en fait, d'écouter d'une oreille. Okay. D'accord. Parce que comme on disait, surtout en termes de sommeil, je pense qu'on peut avoir des tips, ce genre de choses, mais son enfant, il peut avoir un caractère. Des choses qui font que il va pas aborder le sommeil comme d'autres. Donc voilà. Mais par contre, vraiment, pour moi, ce qui a vraiment marché et ce que je vois qui fonctionne, c'est vraiment ritualiser le sommeil de façon positive, accompagner en fait l'enfant par une histoire, par une chanson, par faire cette transition entre la journée, ce qui s'y passe, et puis le moment de calme qui emmène vers le sommeil. Et ce petit mot... C'est un vrai moment cocooning. Exactement. Enfin, nous, c'est vraiment ce qui a fonctionné. C'est vraiment ce qui a fonctionné. Et je pense, faire en sorte que la chambre, le lieu de sommeil, soit un endroit où l'enfant se sente bien. Se sente bien, quoi. Se sente bien parce qu'il sait que ses parents sont pas loin. Souvent, l'emplacement des chambres aussi, ça joue vachement dans les intérieurs. Quand on a des chambres qui sont très près de la porte d'entrée, très loin de la chambre des parents, ça peut mettre les enfants dans un état un peu d'insécurité ou quand t'es un peu éloigné. Et puis non, pas de punition dans le lit. Pas dans le lit. Pas dans le lit. Non, le lit, on l'adore, le lit. Le lit, on l'adore. Et le dodo, on adore. Ouais, on adore ça. Merci beaucoup. C'était super. Et puis, j'espère que le sommeil restera un moment de bien-être pour toi et pour tes enfants. Oh, écoute, là, moi, bientôt, j'ai terminé. Mon rôle. Ton rôle. A-t-on vraiment terminé un jour? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien.
Vous pouvez partager les épisodes que vous préférez autour de vous et laisser un avis pour me dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Megan M. MEGA2NE.M. À très vite!